Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes ravis d'accueillir le président Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, qui, comme vous le savez sans doute, vous l'avez certainement déjà vu ou écouté dans les médias ou sur certaines tribunes, est très profondément porteur de cet enjeu qu'est la question de la confiance de notre société. Je crois que ça l'habite, vous êtes vraiment habité par cet enjeu. Vous n'hésitez pas à en parler régulièrement. Et évidemment, comment dire, il y a beaucoup de monde à convaincre, on va dire, et c'est pas simple. Il y a quelques jours encore, en vous écoutant sur France Inter, Monsieur Delevoye, vous parliez de risque de rupture institutionnelle entre le local et le national. Donc c'est quand même pas neutre, c'est pas anodin de tenir ce propos, surtout dans vos responsabilités institutionnelles éminentes. Écoutez, je vais tout simplement vous passer la parole pour que vous nous fassiez part de vos réflexions sur l'état de la société, finalement, aujourd'hui. Et ensuite, je me permettrai de vous poser 2-3 questions un petit peu plus précises sur des sujets qui nous ont occupés hier, à la fois en plénière, mais aussi dans des ateliers 4 confiance que nous avons animés hier. Donc il y a 3 sujets que je voudrais évoquer brièvement avec vous. Et puis sans doute, je suis certain que les personnes dans la salle ne se priveront pas de vous poser quelques questions. Bien, merci monsieur. Ça marche ? Oui, on en parle après. Merci en tout cas de m'avoir invité. Vous êtes effectivement sur un sujet majeur et qui crée paradoxalement un défi de compétitivité notamment pour la France, car je crois que la confiance est un facteur de croissance et un système qui se bâtit sur la méfiance est un système qui est, à mon avis, en perte de compétitivité. Et j'avais été très frappé de la spécificité française par rapport à cette problématique de confiance. Nous sommes dans une société qui se méfie de tout. Le pouvoir central se méfie du pouvoir local, on se méfie de l'autre. Et je voudrais tenter peut-être de vous montrer quelques exemples. Alors, j'ai indiqué d'abord que c'est d'autant plus important que nous ne sommes pas en crise, mais nous sommes en métamorphose. Je suis profondément convaincu de cela, c'est-à-dire que c'est la 3e fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a une conjonction entre un mode d'énergie nouveau et un mode de communication nouveau. Lorsque le cheval à vapeur s'est associé à l'imprimerie, on a pu voir se développer l'industrie textile, etc. C'est la 3e fois dans l'histoire de l'humanité. Pardon ? Est-il possible d'avoir accès... Ah voilà, très bien, je vous remercie. Parfait. Et donc, si nous sommes en crise, ça veut dire que quand on sort de la crise, on retrouve la situation ex ante. Quand on sortira de la crise, en réalité, on sortira dans une société fondamentalement nouvelle. Et ce qui est aujourd'hui donc important, c'est que la conduite du changement est aussi importante que le cap du changement. Et quand vous êtes en métamorphose, à chaque fois, on a eu 20 à 25 années de grands troubles, puisque le système ancien disparaît, un système nouveau apparaît, et tant que la plus-value du système nouveau n'est pas supérieure à la douleur de ce qui disparaît, on a des crispations, on a des résistances qui sont d'autant plus amplifiées que nous venons de basculer dans quelque chose d'assez incroyable en France, c'est que le progrès apparaît comme un facteur de risque et non pas comme un facteur d'opportunité. Donc on a une méfiance il y a une dissociation entre progrès et futur, et c'est quelque chose de tout à fait étonnant dans notre situation typiquement française. Alors je vous ai ramené quelques slides peut-être pour comme ça ouvrir le débat, parce que bien évidemment, quand on est en métamorphose, l'enchantement du futur, le rêve est un moteur incroyable. Si vous êtes plutôt désenchanté, si le poids du présent, la dictature du court terme neutralise la vision que vous avez du futur, difficile de créer des facteurs d'enthousiasme et d'appropriation d'enjeux. Donc j'ai indiqué, alors je crois que vous avez un slide. Alors pourquoi je dis cela ? Je vous donne... Ce qui est intéressant, nous on analyse un peu les débats politiques dans les différents pays du monde. Il y a 3 sujets politiques qui reviennent dans le monde entier. Le premier, c'est la compétition, ce que j'appelle les chocs territoriaux. C'est-à-dire que les chocs territoriaux, pardon.
C'est-à-dire à quel endroit les ressources, on exploite les ressources, on les transforme, on les commercialise, on les centres de recherche, les centres de fiscalisation, etc., etc., etc. Et l'on voit bien que là, selon la capacité d'attractivité des territoires ou pas, il y a des phénomènes de confiance ou pas, collective. Et c'est étonnant de voir que, par exemple, l'Europe, qui est en train aujourd'hui d'une sourde interrogation, c'est tout simplement lié aussi par la perception des Européens de sortir du radar économique du monde par rapport à d'autres pays qui, eux, sont en plein développement avec des phénomènes de croissance, mais ça, on n'y reviendra pas. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais c'est d'autant plus important que dans cette économie de réseau dans laquelle nous sommes rentrés, les compétitivités territoriales vont être des facteurs de croissance ou non. Croissance dans les systèmes, dans les pilotages, etc. Le deuxième sujet que l'on voit apparaître partout et qui n'est pas du tout évoqué souvent dans les débats politiques, c'est les chocs générationnels. Le vieillissement est en train de mettre en place, par exemple dans des débats politiques, les transferts intergénérationnels. Et on a, dans un certain nombre de pays, des personnes âgées de plus en plus préoccupées par leur avenir, avec des jeunes qui voient le poids peser sur leurs épaules. Et donc l'on a une méfiance, par exemple, si je prends le cas de la France, je vais indiquer aux différents gouvernements en disant, mais vous savez, la réforme des retraites me paraît moins importante par les paramètres que vous allez changer, la durée, la cotisation, que par le crédit que cette réforme a suscité dans l'opinion. Est-ce que ce système de répartition est suffisamment crédible pour que je puisse croire à ce pacte antigénérationnel? Et si vous faites, je n'ai pas ramené le slide, mais c'était très frappant, si vous interrogez les plus de 65 ans en disant quelles sont les principales ressources de votre retraite. À 75%, le système de retraite. Si vous dites aux jeunes de 25 ans, quelle sera demain votre principale ressource pour la retraite, 25% le système des retraites. Tout le reste, produits d'épargne, produits de capitalisation, produits immobiliers. C'est-à-dire que la méfiance dans le système, effectivement, est en train de créer un choc générationnel potentiel parce que nous sommes en train de quitter l'adhésion à des causes pour rentrer sur celui des intérêts. Quand la cause nous transcende et quand le combat de cette cause crée une confiance dans un épanouissement collectif, on se bat, y compris en acceptant un certain nombre d'efforts ou de sacrifices. Quand la cause semble aujourd'hui nourrir des intérêts, alors là, on se replie sur ces intérêts et les peuples se déchirent. Et là, on est dans un moment tout à fait étonnant où la transcendance des peuples est en train de céder au déchirement des peuples pour des conflits internes et infra. Je crois moins aux conflits entre États que des conflits à l'intérieur des États. Puis le troisième sujet, qui est probablement le plus difficile et qui est au cœur de la problématique de la confiance ou de la défiance, c'est que le XXIe siècle est le siècle de la mobilité. Et donc le siècle de l'altérité. Et quand vous prenez le vieillissement, si je prends uniquement le continent européen, l'Europe a besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active d'ici 2050. Et donc la problématique de l'intégration, la problématique de l'immigration, et donc la problématique de l'identité est au cœur de tous les sujets politiques qui peuvent faire exploser l'Europe. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les politiques instrumentalisent le débat et ne nourrissent pas le débat. Et nous avons là un vrai problème de confiance dans notre identité. Si vous êtes confronté à l'altérité et à la différence, vous êtes obligé de construire votre propre identité. Si vous êtes dans une identité faible, vous ne pouvez vous construire que dans le conflit. Si vous êtes dans une identité forte, vous avez la capacité de savoir ce que vous pouvez concéder à l'autre et ce que vous pouvez demander à l'autre de vous concéder. Et là, c'est une mécanique qui remonte très loin, c'est-à-dire que quand vous regardez la construction du peuple allemand, le Volk, ça a été le renforcement des identités régionales pour voir comment on peut mettre en commun une force collective du Volk allemand. La France, le pouvoir central, a toujours considéré que l'identité régionale était un facteur de contre-pouvoir et voire un facteur de déstabilisation. Et l'on a demandé à ce que l'unité centrale détruise la diversité locale. Et l'on a confondu, on a demandé à ce que l'unité soit l'uniformité. Donc c'est-à-dire qu'à un moment où je pense que pour être européen, il faut être plus français, et pour être plus français, il faut être plus breton, plus corse, plus alsacien, le pouvoir central n'a eu de cesse de considérer que tout ce qui émergeait comme identité régionale était un facteur de déstabilisation. Et là, c'est quelque chose d'absolument dramatique, parce que cette
cette absence de volonté de se construire l'identité de la France, c'était un débat complètement tronqué par les partis politiques il y a quelques années, c'est un enjeu déterminant, dans un monde où la différence va devoir être valorisée. Quand on valorise la différence, on transcende l'individu. Quand on stigmatise la différence, on détruit l'individu. Et nous sommes là dans des moments où la France est une France de la diversité qui tourne le dos à sa diversité et qui est en train d'être dans une crise de confiance sur sa propre identité, avec d'ailleurs y compris la problématique européenne. Et c'est un des enjeux que nous retrouvons dans la totalité de la planète. Cet enjeu de capacité de vivre avec l'autre et dans la diversité. Et ce qui est un peu pathétique, c'est qu'on s'aperçoit que les systèmes politiques instrumentalisent cette diversité, les systèmes économiques sont en train de les transcender. C'est-à-dire qu'on voit dans les grandes entreprises internationales une formidable capacité à gérer cette diversité, à gérer ces différences philosophiques, ces différences culturelles, avec y compris la problématique du fait religieux dans les espaces privés, etc., etc. Et donc c'est des sujets sur lesquels on s'aperçoit que la problématique de la confiance en soi est une problématique totalement nouvelle. Alors, après, je vais passer quelques slides, parce que celui-là, vous le connaissez, donc on va passer très vite. C'est la morosité, la méfiance et la lassitude. Nous sommes un pays qui n'a pas... Le troisième m'intéresse. On a étudié les blogs, et on a été très frappé par ça. On a posé la question en disant, quels sont les 3 sujets qui vous préoccupent le plus, vous les Français? Moi, en tant que médiateur de la République, j'avais indiqué qu'il y avait entre 12 et 15 millions de Français qui étaient à 50 ou 150 euros à la fin du mois. Là, ce qui nous a surpris, c'est que les 3 sujets de préoccupation, c'est 1, l'alimentation, 2, le prix du carburant, 3, le montant des impôts. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation où la survie du quotidien est quelque chose qui devient totalement préoccupant. Et nous avions reçu au Conseil économique, social et environnemental Estelle Duflo, qui était la conseillère d'Obama, qui a fait un remarquable bouquin sur repenser la pauvreté. Et dans l'entretien, il y a une phrase qui m'a terrifié, par sa pertinence. Elle m'a dit, vous savez, monsieur Delevoye, on ne défend les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Donc, c'est difficile aujourd'hui. Alors, évidemment, vous êtes sur une tribune, vous tenez un discours moralisateur en disant « c'est pas bien ». Mais si en face de vous, quelqu'un a la peur du huissier, ne sait pas comment payer les études de sa fille, a le frigidaire vide, etc., cette femme est complètement écrasée par le système. Et c'est la raison pour laquelle, sur le tableau d'en bas, vous voyez quel moyen de vous en tirer, c'est de trouver des combines. C'est-à-dire qu'à l'évidence, à partir du moment où on n'a plus confiance dans un système républicain qui vous assure un emploi rémunéré, un statut social, une capacité de faire face à vos besoins, forcément, vous cherchez dans l'économie souterraine ou parallèle des systèmes de subsistance que vous n'avez pas. Et donc, paradoxalement, ce n'est pas une perte de confiance, c'est une transfert de confiance. Je ne crois plus à la République qui m'accorde uniquement qu'un RSA, je vais croire au système parallèle qui va me donner 500 € par jour. Et donc, on voit bien que nous sommes là, nous sommes là dans des alternatives. Or, nous, on a l'impression que notre République, elle est cantonnée dans des limites que la morale approuve. Et que notre système, forcément, on ne peut pas en sortir. Bien si, aujourd'hui, nous sommes concurrencés directement par un système. Le chiffre d'affaires mondial, c'est 10% du chiffre d'affaires pour les trafics de drogue, les trafics d'organes et les trafics d'armes. Passez le slide suivant, s'il vous plaît, parce que ça aussi, mais vous le connaissez, hein. Pensez-vous que vos jeunes auront plus de chance qu'aujourd'hui, 68% moins. Donc ça veut dire qu'en réalité, si vous passez le slide suivant, ça c'est intéressant, c'est assez typiquement français. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pensez-vous que le progrès scientifique crée un monde meilleur? Les Français viennent de basculer du siècle des Lumières au siècle des obscurités. Je suis convaincu que le progrès est un facteur de risque. Et nous sommes incapables en France, c'est un sujet sur lequel on doit travailler, d'avoir un débat sur les nanotechnologies, sur les OGM, sur le gaz de schiste, sans immédiatement avoir une accusation moralisatrice d'amener le diable. Donc là, confiance dans l'avenir, confiance dans le progrès, c'est un sujet sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Et ça on peut passer. Je voudrais attirer votre attention sur ces slides. Ils sont relativement récents et ils m'interpellent beaucoup. J'avais indiqué en tant que médiateur de la République la notion du burn-out, qui était une notion de stress individuel et de situation individuelle. C'est un sujet sur lequel on pourra réfléchir. On est dans un système où on n'est pas fatigué physiquement, on est fatigué psychiquement. Et la France a un management particulier.
elle a le talent d'user psychiquement les cerveaux. On pourra y revenir tout à l'heure. Aux États-Unis, quand vous quittez votre travail à 20 h, vous êtes mal organisé. En France, quand vous le quittez à 18 h, vous ne foutez rien. Et votre petite femme au Canada vous embrasse le matin quand vous partez au travail, elle vous dit « enjoy », belle journée. Et en France, elle vous dit « bon courage ». C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des contraintes qui pèsent sur vos épaules et que cette gestion de psy, on devrait y réfléchir. Mais là, ce qui m'interpelle, c'est que de ce stress individuel, de cette angoisse individuelle, nous sommes en train d'évoluer vers une inquiétude collective. Quand vous regardez je suis pessimiste pour la France de 42 à 54%. Pessimiste pour mon avenir personnel de 19 à 26. C'est en train de changer, car avant, quand on posait la question à nos concitoyens, croyez-vous à l'avenir de la France? Non. Croyez-vous en votre avenir personnel? Oui. Donc il y avait une dissociation entre la prise de conscience que j'étais capable de pouvoir m'en sortir et que mon pays était plutôt compliqué, que j'avais plutôt intérêt à travailler ailleurs. Là, on est en train de basculer dans une inquiétude collective. Mais ça se traduit quoi? C'est par le slide d'en bas. C'est jusqu'à quelque chose de relativement récent, quand on posait la question aux 25-34 ans, qui est la ligne verte, de 37 à 38, pensez-vous contribuer à la société plus dynamique et plus innovante? Et tous les jeunes disaient oui, oui, moi je vais faire mon site, ma start-up, je vais m'en sortir. Et les jeunes étaient formidablement optimistes. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et là, depuis peu de temps, cette inquiétude collective est en train de neutraliser la confiance que j'ai en moi. Et nous sommes dans un paradoxe absolument incroyable. Nous sommes le 5e pays au monde à utiliser tous les services de smartphone, etc., etc. Et nous sommes en train d'être un des pays qui commence à trouver dans le pessimisme en disant « Pensez-vous demain être dans l'économie numérique ?» Donc on a un paradoxe incroyable. Et on a le même paradoxe sur le racisme. On est un des pays au monde où le mariage mixte est le plus important et où le rejet de l'étranger devient de plus en plus fort. Donc on a des paradoxes sur lesquels on doit absolument être attentif. Et puis je vous ai mis le dernier, deux autres slides pour terminer, pour répondre ensuite à vos questions. C'est que quand une société est déboussolée, c'est-à-dire qu'elle est vraiment en perte de confiance, elle se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Les éléments semblent dépasser notre capacité de les maîtriser. La tempête financière, je rappelle d'ailleurs que sur les échanges financiers dans le monde, les échanges réels de marchandises actifs ne pèsent que 2% des échanges financiers. Donc on voit bien qu'on est en train de parler du commerce et des échanges de marchandises. Le vrai sujet, c'est les échanges des bases financières. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir demain des accélérations absolument incroyables. On peut être milliardaire en un mois et ruiné en 3 mois. Donc nous allons rentrer dans une période où les amplitudes de vie, de succès et d'échec vont être de plus en plus fortes et les séquences de plus en plus réduites. Et l'on voit donc qu'un peu comme pour les bateaux, ce qui sera très important, c'est les stabilisateurs, pour éviter d'avoir le mal de mer. Et donc comment on peut gérer des évolutions de cette nature qui fait que Virgin disparaît en quelques mois et Amazon est en train de gravir le monde? Qu'on a 2 non-universitaires qui créent Google, qui deviennent aujourd'hui les maîtres du monde. Donc on a des apparitions absolument incroyables de succès, et on peut avoir le monde à sa disposition, et des disparitions entières d'industries dont on pensait que l'ancienneté allait assurer la protection. C'est l'industrie automobile, et en même temps que l'industrie automobile est confrontée à de graves crises, on a l'industrie aéronautique qui est en train, à Toulouse, de grimper. Donc nous sommes dans des moments où la société déboussolée, quand elle est liée avec des dirigeants qui semblent ne plus avoir la maîtrise, ni la lecture du cap, ni la maîtrise sur les manches à balai. Les sentiments deviennent des ressentiments. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Et on voit bien que la colère qui est en train de nourrir est une colère, est une hargne qui peut être fortement positive ou pas. Pourquoi? Parce qu'on a un décrochage. Alors, on a un décrochage entre la performance économique et la performance sociale, c'est-à-dire que les Américains, après la guerre, nous ont dit puissance économique, puissance monétaire, puissance militaire, puissance culturelle, bien-être. Et qu'aujourd'hui, chacun se rend compte que l'acquisition matérielle, on est au bout d'un système, et que peut-être ce qui est important, c'est comment être heureux en ayant moins. Et donc, nous sommes en train, là aussi,
de changer de paradigme, mais avec un traumatisme absolument incroyable. Donc après, je vais peut-être... on reviendra là-dessus. Je voudrais passer peut-être le slide suivant, parce que c'est un sujet sur lequel, à mon avis, on va voir avec la confiance. Voilà, moi je suis de ceux qui pensent, à tort ou à raison, que nous sommes rentrés dans un taux de croissance relativement modeste dans les 10 ou 15 années qui viennent. 1%. Et donc on voit bien, je crois que vous avez évoqué ce système-là, on voit bien le leurre dans lequel les politiques nous ont entraînés, parce qu'on a affiché les taux de croissance, non pas parce que c'était la réalité, mais parce que c'était l'espérance. C'est-à-dire qu'on était dans la situation du chef d'entreprise qui sait qu'il est au bord du dépôt de bilan, mais qui dit à ses salariés, vous inquiétez pas, tout va bien, on va augmenter le chiffre d'affaires de 30%. Et on voit bien que le mensonge était un marchand d'illusions. Or, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, par la transparence, la vérité circule. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre l'illusion donnée par une espérance qui ne s'avérera pas, et donc ça alimente la méfiance, d'où la perte brutale du crédit de la parole publique. Tchernobyl, le nuage s'arrête, les ventes de cheval, etc., etc. Et regardez, y compris la grippe. Bon. Donc aujourd'hui, l'opinion, pour se stabiliser, a besoin de s'accrocher à une parole dont le crédit est incontestable, alors qu'elle n'a cessé de vivre depuis 40 ans dans un souci de refuser la vérité pour accepter un théâtre qui était plus agréable. Donc toutes les inspections qui étaient dérangeantes pour le pouvoir, on les a écartées, toutes les évaluations, d'où aujourd'hui l'émergence de la Cour des comptes qui semble... Et donc de l'importance de l'aspect moral de la parole publique sur lequel on pourra peut-être revenir. Mais quand je regarde ça, et c'est là où la confiance sera importante, c'est que si vous êtes à 1% de croissance, vous doublez votre pouvoir d'achat en 70 ans. Si vous êtes à 4%, vous le doublez en 20 ans. Ça veut dire que la jeune génération qui monte ne pourra plus acquérir. Elle devra partager. Donc nous allons passer d'une société de l'acquisition à la société du partage. Mais le partage est nourri par la confiance, puisque c'est un échange. Et c'est quelque chose de totalement important. De même que nous allons devoir passer de la société de la performance à la société de l'épanouissement. Et c'est quelque chose qui est assez sympathique parce que ça veut dire qu'on se redécouvre soi-même et que ce qui est important, c'est de ne pas exister dans la matérialité, mais dans l'immatérialité. Et que la diminution de l'acquisition des biens matériels va renforcer le besoin de biens non matériels. Et que la société du bien va évoluer vers la société du lien. Alors c'est quelque chose qui est important sur le plan local. J'ai vu que vous étiez très attaché aux expériences territoriales. C'est le sujet majeur. L'homme économique est mondial, l'homme social est local. Et que ce qui est important, c'est dans cette résilience de nos sociétés, qui fait que les Japonais doivent supporter le choc de la disparition de Fukushima, de l'énergie nucléaire. Les Norvégiens d'avoir nourri en leur sein un monstre. Les Français doivent rentrer dans une résilience qui consiste à dire que la splendeur de leur passé ne va pas garantir la splendeur de leur avenir. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on pacte un pacte de cohésion sociale où le collectif assurait la protection de l'individu, un pacte de vitalité sociale où la force des individus garantira la protection du collectif. Et on est dans une dimension totalement inverse qui fait que ce sont les forces individuelles, parce qu'on aura nourri la confiance, qui renforceront l'atonie locale, l'atonie nationale. Et c'est un choc culturel auquel j'aspire, parce que tout notre système éducatif, au moment où l'individu est en train d'émerger dans le monde entier comme la force de demain, et que les réseaux, l'Internet, renforcera cette individualisation. On s'aperçoit que la force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process. La force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat. La force de la France, c'est l'innovation et la créativité. Or, tout notre système éducatif, pédagogique, parental, managérial est basé sur la destruction de la confiance plutôt que la construction de la confiance. C'est-à-dire que quand t'échoues à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as pas de Rolex, t'es nul. C'est-à-dire que tout notre système est basé sur la mise en avant de vos échecs et non pas devant vos potentialités. Quand votre parcours scolaire est un parcours individuel sanctionné par des résultats, votre parcours professionnel, c'est un parcours collectif centré sur les objectifs. Donc nous avons besoin absolument d'inverser la culture éducative et faire en sorte que nos enfants puissent exprimer leurs talents et que la tête bien faite est plus importante que la tête bien pleine. C'est-à-dire que dans cette acquisition de connaissances
Et ce transfert de connaissances qui est au cœur de notre système éducatif, les connaissances seront dans l'ordinateur. Et donc, ce qui est important, c'est d'éveiller le sens critique de nos enfants. Pas de sanctionner sur le fait qu'ils savent, etc., etc. Et donc, nous avons là une formidable ouverture devant nous, où les confiances, où on doit arrêter de demander aux professeurs de respecter les programmes plus que les élèves. Donc, je crois qu'on est dans un moment extrêmement passionnant, où le management n'est plus sur la supériorité, mais la responsabilité. En France, on est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que quand on est général, on se croit supérieur au colonel. Quand on est PDG, on se croit supérieur au directeur. Quand on est chef de service, on se croit supérieur à son infirmière. Et en plus, on fait sentir à l'inférieur le poids de son infériorité. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, être à la tête d'une organisation, c'est pas être supérieur, c'est être responsable. Et la responsabilité, c'est d'être au cœur des équipes pour tirer le maximum de soi-même. Ça veut dire que, par exemple, on doit accepter le droit à l'erreur. On doit sanctionner la faute. Quand vous êtes sur la confiance, quand vous êtes dans un avion, un accident d'avion arrive, vous réunissez tout le monde, du commandant de bord jusqu'au porteur de carburant, pour dire comment améliorer le process pour éviter demain la catastrophe. Vous êtes dans un service hospitalier ou dans un service administratif, quelqu'un fait une connerie, on couvre la connerie, parce que si on dénonce, on passe pour un traître, et on n'est pas dans la qualité du service, mais dans la protection de l'inacceptable. Donc on est dans un système où le client, l'usager, le citoyen, comprend bien que le système triche pour préserver le confort du système plutôt que de s'adapter pour son confort à lui. Donc tout ça dans un moment de décalage, de conflictualité potentielle, de rupture possible entre le local et le national. Pourquoi ? Parce que tous les mouvements aujourd'hui passent en dehors des organisations. Et ça perturbe. Les syndicats disent on ne maîtrise plus nos salariés. Les politiques disent je ne comprends pas, on ne maîtrise plus les citoyens. Et c'est tout à fait intéressant, et je terminerai là-dessus, parce que quand je suis arrivé au Conseil économique, social et environnemental, j'ai donné, donc qui est composé de toutes les organisations syndicales, patronales, associatives, environnementales, etc. J'ai donné 3 objectifs. J'aurais dit, on va être la maison du futur. Toutes les organisations ont dit, attendez, non. Nous, on ne s'occupe pas du futur, on s'occupe du quotidien. Et je leur ai dit, attendez, s'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion. Donc, on a accepté la maison du temps long. Et c'est quelque chose d'important, car on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour les actionnaires et pour les politiques, la dictature du court terme est en train de tuer la vision du moyen terme. Or, c'est la vision qui donne de l'enthousiasme. La seconde, c'est la maison du dialogue. En France, comme nos acteurs sont faibles, ils se construisent dans le conflit. Mais quand je n'existe pas à titre individuel, ou à titre syndical, ou à titre politique, si je me tape un flic, j'existe. Si je me tape un adversaire politique, je existe. Et les gens assistent à un jeu politique qui consiste non pas à avoir des convictions, mais à être contre. Et les gens n'acceptent plus ce genre de choses. Et on voit bien que le dialogue et l'accompagnement du changement est un élément important. Et le troisième sujet qui est le plus compliqué, je leur ai dit, il faut qu'on soit aussi la maison des citoyens. Et là, toutes les organisations m'ont dit, les citoyens, pas du tout. Les citoyens, c'est nous. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une force nouvelle qui est en train de monter, qui est une force citoyenne, où les citoyens veulent être des coproducteurs du futur. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la légitimité des élections a créé un leurre chez les politiques qui, parce qu'ils sont élus, pensent qu'ils peuvent décider pour tout le monde et tout le temps. Or, ça a complètement changé. C'est que les citoyens disent, on vous a élus, mais on veut que vous rendiez compte, on veut que vous soyez transparent, ce qui est contraire à la culture française, et on veut surtout être associés. La décision sera toujours solitaire, l'élaboration de la décision sera toujours collective. Or, on se leurre par des process de débat public qui fait que si on a respecté la règle, on se sent moralement irréprochable. C'est une erreur. Il faut que les citoyens aient réellement été contactés. Et donc je crois qu'il y a des mécanismes nouveaux qui sont en train de se mettre en place, qui peuvent être extrêmement déstabilisateurs. Est-ce que c'est le principe de Schumpeter qui est en train d'emporter la destruction, l'emportera sur la construction? Ou est-ce qu'au contraire, nos décideurs, nos responsables, seront suffisamment anticipateurs et confiants dans l'avenir pour accepter de nourrir eux-mêmes un mécanisme de destruction? Et je terminerai simplement sur ces deux exemples. IBM, très grande fragilité, décide de nourrir en son sein des tas de micro-organismes qui ont pour but d'arrêter la fabrication des ordinateurs qui en faisaient la force.
Et ce mécanisme d'autodestruction a créé aujourd'hui une formidable puissance de frappe. La NASA, après l'échec de la navette qui avait explosé, a elle-même nourri toute une série de micro-organismes en son sein pour accepter de critiquer le système, pour anticiper. Et aujourd'hui, la NASA est une des puissances extraordinaires. Donc ça veut dire que nous sommes dans un moment très intéressant. Ceux qui ont la trouille dans la société, évidemment, ce sont les gens, l'avenir, les enfants. Mais c'est les gens du système. Parce qu'ils comprennent bien que le futur va demander au système de s'adapter au futur. Alors qu'eux sont toujours dans la logique de demander au futur de s'adapter à leur système. Monsieur Delevoye, vraiment un grand merci pour le fait de partager avec nous vos analyses, vos réflexions, vos convictions. Et j'avoue que je pense que comme celles et ceux qui sont ici présents, qui étaient déjà là hier, je crois qu'on boit du petit lait, si je peux utiliser cette expression, parce que les sujets que vous évoquez, je crois, rejoignent et approfondissent et nourrissent d'exemples et d'illustrations profondes vraiment les réflexions que nous tentons de faire émerger et sur lesquelles nous essayons de faire apparaître peut-être des pistes de progrès. Donc c'est réjouissant de ce point de vue-là. Je vous dirais que d'abord, il y a deux, trois questions que je voudrais vous poser. On a eu l'occasion de les évoquer, en tous les cas pour une ou deux d'entre elles tout à l'heure, très brièvement. Vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure, c'est ce qui nous préoccupe beaucoup, et ça a été évoqué hier assez longuement, finalement, c'est ce rapport au mensonge, qui est quand même pour nous une vraie préoccupation. Et c'était assez étonnant hier de voir les réactions des uns et des autres, politiques, chefs d'entreprise ou autres. On voit qu'on touche là un sujet qui est loin d'être anodin. C'est le rapport au mensonge qui existe dans notre beau pays qu'est la France par rapport à ce qu'il peut être dans d'autres pays, même s'il ne faut pas aller, comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai que le mensonge, il existe un peu partout. Mais en France, un exemple qui m'a frappé ces derniers mois, c'était de découvrir que dans un tribunal en France, un accusé avait le droit, juridiquement parlant, de mentir pour se défendre. Et c'est quand même assez stupéfiant, assez étonnant, alors que dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, qui pour autant ne sont pas exempts ne sont pas loin d'être parfaits pour ce qui est du mensonge, bien sûr, mais malgré tout, dans un tribunal aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le délit de parjure, qui fait que il est très grave, c'est un délit, voire un crime, aux États-Unis, de mentir dans un tribunal. En France, on a le droit pour se défendre. Est-ce que ce rapport au mensonge, qui est, on va dire, entre guillemets, légitimé sur un plan même juridique jusqu'à un tribunal, quand même, c'est pas un lieu anodin, est-ce que c'est pas un sujet, est-ce qu'il ne faut pas mettre un peu en débat cette relation au mensonge pour un peu assainir les choses, et notamment pour ce qui est de la relation que les Français entretiennent avec leurs représentants politiques? Moi, je ne crois pas à la vertu des hommes, mais je crois au contrôle qui les empêche de ne pas être vertueux. C'est-à-dire que moi, mon souci, c'est la transparence. C'est-à-dire, je pense que tout homme de pouvoir sera tenté peut-être un jour de mentir. Mais si son mensonge est sur la place publique et que l'on peut apporter la preuve qu'il ment, là, à ce moment-là, il va hésiter. Et je dis cela pourquoi? C'est parce qu'aux États-Unis, on n'a pas reproché à Clinton d'avoir une relation avec Monica Lewinsky. On lui a reproché d'avoir menti. Que je me souviens dans une entreprise américaine très importante, le PDG avait une relation avec l'une de ses employées. Dans la charte de déontologie de la société américaine, on ne reproche à personne d'avoir des relations personnelles au sein de l'entreprise. Mais le PDG avait utilisé l'avion de la compagnie en prétextant d'aller à un congrès pour aller rejoindre sa maîtresse. Il a été débarqué en 20 minutes. Un ministre dans un pays nordique a utilisé la carte bleue, 30 ou 35 € de son ministère pour payer une dépense personnelle. Il a immédiatement présenté sa démission. Je crois qu'en réalité, nous sommes en France dans l'obligation d'exiger aujourd'hui la transparence. Et la vérité fait peur. C'est très curieux, la vérité fait peur.
Moi, j'avoue que mais je n'ai aucun exemple à donner et je ne suis pas plus vertueux qu'un autre. Dans les 3 responsabilités qui furent les miennes, président de l'Association des maires de France, médiateur et président du CESE, j'ai à chaque fois été le premier à présenter à mon assemblée le budget. C'est pas compliqué un budget. Et à chaque fois, on m'a dit, mais pourquoi vous présentez le budget? Parce que tout le monde veut garder les instruments de pouvoir. J'étais le premier à demander à ce que quand on exerce une responsabilité, la Cour des comptes vienne contrôler. Et on m'a dit, mais tu fais venir le loup dans la bergerie. Quand on a un contrôle fiscal, on a l'impression, etc. Quand vous posez la question aux Suédois, pensez-vous moralement bien ou pas bien de ne pas payer vos impôts? Les Suédois, à 80%, disent c'est pas bien de ne pas payer ses impôts. En France, c'est exactement le contraire. Tout le monde cherche à tricher. Donc, le combat... alors, on n'est pas protestant, pardonnez-moi je ne fais pas une critique aux catholiques, mais on a un peu une espèce de culpabilisation judéo-chrétienne et d'arrangement avec le péché, parce que ça nous permettait de nous arranger avec le curé. Quand on allait se confesser, on avait un peu la station lavage, on repartait à blanc, etc., etc. Donc, les protestants n'ont pas du tout cette absence de rigueur. Et je crois que ce qui serait important, regardez le nombre de rapports d'inspection qui, lorsqu'ils contestent la vérité du pouvoir, sont mis au placard. Donc l'opinion, c'est ça. Et l'opinion sans ça. Et je crois qu'il y a un combat que vous êtes en train de mener qui est plus nécessaire que jamais. Le cancer de notre société, c'est le soupçon. C'est le soupçon. Quand vous êtes dans un couple et que vous commencez à soupçonner, même de façon totalement anormale, votre conjoint, votre vie est pourrie. Quand vous soupçonnez votre employeur de ne pas, etc., votre vie est pourrie. Donc nous sommes dans une société rongée par le soupçon. Et c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué parce que la rumeur l'emporte sur la vérité et que nous ne sommes pas habitués à cette notion de vérité, y compris dans la cruauté. Elie Wiesel avait cette belle formule que je cite souvent. Il disait, quand je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « est-ce que tu as posé la bonne question ?» Or, en France, on fuit les bonnes questions parce qu'on a peur de la vérité. Et comme je ne crois pas à un changement brutal de la vertu des Françaises et des Français, dont je suis, que je ne crois pas brutalement qu'on va devenir absolument vertueux, je crois à l'importance qu'il y a pour reconstruire la confiance entre les politiques et les citoyens, de développer des instances de contrôle transparentes, indépendantes, qui vont peut-être perturber le pouvoir, mais qui vont peut-être aussi perturber les citoyens. Parce que dans une société de plus en plus compliquée, on préférera une vérité, enfin un discours conforme à ses préjugés qu'un discours basé sur une vérité scientifique. Et là, nous sommes dans des moments très dangereux pour l'avenir de nos sociétés. Monsieur Delevoye, autre sujet là vous avez parlé de contrôle, et justement ça nous amène à un deuxième sujet, je crois très intéressant et énorme. C'est un énorme sujet. On l'a évoqué hier, il a été évoqué notamment hier avec Michel Papalardo, qui est cette question du contrôle, puisque vous en parliez, mais l'idée étant de bien faire la distinction entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, ça veut dire vous voulez acheter des crayons dans une entreprise ou dans une administration, on va vous demander 4 signatures pour expliquer, pour justifier le fait d'acheter 4 crayons. Le contrôle a posteriori, c'est simplement, on va vous laisser acheter vos crayons en vous faisant confiance, et simplement, vous allez devoir, au final, atteindre un objectif, réussir quelque chose, une mission qui vous est confiée, et c'est ça qu'on va contrôler. Est-ce que vous avez réussi votre mission ou pas? Si vous ne l'avez pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous l'avez réussi, pourquoi? Comment, etc. Mais on vous fiche la paix, j'allais dire, sur comment vous y arrivez. L'essentiel, c'est... Voilà. Et ça, on est en France dans une culture qui est extraordinairement tatillonne de ce point de vue-là, et c'est vrai pour les entreprises, pour les administrations publiques. Les marchés publics, c'est le plus grand exemple. Il y a des milliards de journées, enfin des millions, des dizaines de millions de journées hommes, sans doute, qui sont gaspillées, aussi bien du point de vue de ceux qui doivent procéder à ces contrôles que du point de vue de ceux qui sont contrôlés. Les chefs d'entreprise, les consultants, les formateurs, tous ces gens qui passent des journées entières à remplir des appels d'offres, à n'en plus finir, parce qu'on est sur du contrôle a priori
et c'est vrai des institutions européennes aussi, il n'y a pas que la France. Est-ce qu'on peut, à votre avis, faire évoluer cette culture, parce que c'est plus que des pratiques et des techniques, c'est vraiment une culture d'une culture du contrôle a priori vers une contrôle de culture a posteriori? Culturellement, la France considère que tout homme est un pêcheur potentiel. Voilà. Et donc, ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans une société, métamorphose, où l'innovation va exploser. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas ce qui est en train de se passer. On va avoir une inversion. Demain, vous n'irez pas voir le médecin, c'est le médecin qui vous appellera parce que sur son ordinateur, il aura, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où la France fait le pari de l'innovation, et le pari de l'innovation, c'est la contestation de ce qui existe. Mais si le système veut fixer a priori, ça veut dire qu'il détruit même les capacités d'innovation. Le viaduc de Millau n'aurait pas été possible d'être construit s'il n'y avait pas eu des innovations importantes en béton. Et donc, on voit bien que la relation entre le central et le local est intéressante. C'est-à-dire que l'administration centrale n'admet pas du tout de dire « je donne à un préfet un budget, un objectif, et je le laisse se débrouiller ». Parce que, bien évidemment, chacun ira vers l'objectif avec son analyse, ses moyens, et donc chacun se comportera de façon différente. Or, la France préfère l'uniformité à l'efficacité. Et nous sommes dans un moment où il va falloir inverser cet ordre des facteurs. Mais ça veut dire que là aussi, c'est une relation nouvelle du pouvoir. Avant, le pouvoir était la rétention du savoir, et je savais, j'étais supérieur. Nous sommes dans une relation avec la croyance religieuse, notamment catholique, avec la croyance royale. Nous sommes dans une relation dominant-dominé. Ça fait partie de nos ADN de gestion du pouvoir. Et il faut que nous basculions. Celui qui est à la tête ne sera pas un dominant. Il sera au cœur, donc en partage. Donc ça veut dire que dans une société de plus en plus complexe, vous allez devenir de plus en plus incompétent et dans l'obligation de transférer vos incompétences sur les compétences des autres. Donc vous allez dépendre d'experts. D'où la notion de confiance. Un président de tribunal, moi j'ai une admiration pour les magistrats, parce que en tant que maire, vous recevez toujours la version A du voisin qui se plaint. Je me suis fait avoir comme ça il y a 30 ans, moi, donc je disais « Oh, votre voisin, c'est vraiment un salaud, etc. » Puis je recevais le voisin, puis j'étais perturbé parce que la version faisait que c'était la A. Bon. Et je lui disais « Mais où trouver la vérité dans des contre-vérités devant nous ?» Mais on voit bien que sur un certain nombre de sujets compliqués, l'avocat, le juge, est obligé de s'appuyer sur des experts. Et il n'aura jamais la capacité d'avoir la contre-expertise. Donc, ou il demande un contre-expert. Donc, notre jugement sera fondé de plus en plus sur des hommes qui savent, qui analysent, etc. Et on voit bien dans le domaine de la santé, le vrai débat, c'est est-ce qu'un expert qui est payé par un laboratoire privé peut-il avoir une éthique d'un service public ? Moi, j'ai tendance à croire que oui, c'est une question de morale. Mais en même temps, les meilleurs experts sont payés par les privés. Donc ça veut dire, est-ce qu'on se prive des meilleurs experts ? Bon, et là aussi, on a tout un travail. C'est-à-dire qu'en France, on catégorise. C'est-à-dire que quand on est de droite, on pense qu'un magistrat de gauche, forcément, il est pas partial. Donc on est sans arrêt dans le soupçon et dans l'accusation et dans le projet par la catégorisation. Donc forcément, le haut fonctionnaire n'est pas objectif. Il est partisan. Eh bien, à partir du moment où on cultive en permanence ce doute, on met le cancer dans la société. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le citoyen regarde. Moi, j'étais très frappé par un sondage. Quel regard portez-vous sur les politiques ? 40%, ils nous ont abandonnés. Ils nous ont abandonnés. Donc, il y a une urgence à retrouver confiance et faire attention à ce que dans des sociétés déboussolées, on a intérêt à restaurer les repères républicains. Du policier, du gendarme, de l'instituteur, du magistrat, etc., etc., etc. Et donc à réfléchir à la problématique de la déontologie. Et quelquefois, dans nos propres discours, nous avons tendance à nourrir la méfiance vis-à-vis d'un système. Et c'est là où je pense que nous avons une grande responsabilité, enfin les élus ont une grande responsabilité, tous. À partir de 1974, quand on a commencé à considérer que le politique était un produit de consommation qu'il fallait vendre, on a préféré séduire un électeur même si on perdait un citoyen.
Et les citoyens sont devenus aujourd'hui des consommateurs des institutions. On ne veut pas que le juge soit bon, on veut qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. On ne veut pas que le prof soit bon, on veut qu'il mette 20 à mon gamin. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de retrouver la déontologie et le crédit que l'on doit porter envers celles et ceux qui exercent une autorité avec une dimension morale, ce qui n'est pas du tout un mot désuet. Vous avez parlé de déontologie, Monsieur Delevoye. Nos partenaires de l'APCP, enfin de l'APCP et de l'ODI, l'Observatoire de la déontologie de l'information, ont mis sur la place publique ce qui semble être une impérieuse nécessité de créer justement en France un organe qui vise à favoriser la déontologie dans les médias, qui est quand même un acteur clé de notre société, évidemment, dans lesquels les citoyens ne croient plus d'ailleurs aussi. Ils sont très bas dans les classements de confiance ou de méfiance. Donc l'idée étant de créer en France un conseil de presse comme il en existe dans la majorité des grands pays industriels. En France, il y a une résistance terrible, notamment d'un certain nombre de dirigeants de groupes de presse qui sont pas très partants pour aller dans ce sens-là. Mais malgré tout, les mentalités évoluent fortement, au point où la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a nommé il y a quelques semaines, ou quelques jours même, une experte pour y réfléchir concrètement. Comment créer en France un tel organe de déontologie, un conseil de presse en France ? Je ne sais pas si Yves Agnès est ici ce matin, il était là hier. En tous les cas, Yves est très porteur de cette démarche et il est très proche de nos travaux. Qu'en pensez-vous, monsieur le Président ? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la presse. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, toute la presse, l'audiovisuel est en très grande interrogation sur son système économique. Et en tout cas, c'est un vrai sujet parce que je me souviens d'un journaliste qui me disait « Mais nous, on est un peu prisonniers de nos donneurs d'ordre publicitaires, puisque notre situation économique est tellement faible que vous verrez peu d'articles, de critiques vis-à-vis de la puissance automobile, puisque ce sont un des premiers contributeurs, ou des grandes surfaces, ou des produits de consommation. » Donc on voit bien qu'il y a une dépendance de la presse par rapport à ses soutiens financiers. Bon. En même temps, on voit bien que le système de tout de suite fait qu'aujourd'hui, quelquefois, des journalistes n'utilisent pas il n'y a plus moyen de financer des journalistes d'enquête. Donc on reprend les infos sans les contrôler. Moi, je me souviens à l'époque de M. Chirac qui avait réagi sur cette dame qui avait été agressée dans le métro, dont on s'était rendu compte que c'était une automutilation. Et là, il y avait déjà un débat très lourd. Ce débat sur la déontologie doit frapper toutes les professions. C'est un vrai souci dans la médecine, c'est un vrai souci dans les hautes autorités de santé, les conflits d'intérêts, etc. Mais je crois que ça me ramène aussi à devoir travailler sur l'éveil et le sens critique et la capacité de construire des convictions dans l'école. Parce qu'on accuse assez facilement les médias. Les médias sont un peu le reflet de la société. Et je vois que vous dites avec raison qu'il y a des échecs économiques actuellement pathétiques dans les médias, mais aussi des succès. Le Courrier international ou certaines émissions d'explication sont aujourd'hui assez recherchées. Et donc, il faut être attentif à ces réflexes de la société où aujourd'hui nos concitoyens ont soif de comprendre, ont soif d'explications et ont soif de crédit dans celles et ceux qui leur donnent les explications. Et les rapports de confiance vont se nourrir de façon très différente. C'est-à-dire que quand on va voir un Toubib aujourd'hui, on ne va pas attendre du Toubib comme hier en disant « Toubib, qu'est-ce que j'ai ?» et je vous suis aveuglément, parce que j'irai le voir en ayant regardé sur Google toutes les infos. Je vais dire « Écoute, parmi les 10 informations, dis-moi quelle est la bonne. » Et dans un journaliste ou dans un organe de presse, on va aussi avoir besoin de cette confiance pour dire « Dans cette actualité, j'y comprends rien. Explique-moi ce qui est en train de se passer. » Et on va avoir une confiance sur le crédit qu'apporte la personne. Et le crédit passera par la transparence et la déontologie. Mais ça pose aussi de revisiter la totalité, parce que je vois bien, on a les ordres de médecins, les ordres de pharmaciens, on a toujours des ordres qui sont chargés de faire respecter la déontologie. Mais quand on regarde de près, très souvent entre la défense du copain, moi je me souviens quand j'étais médiateur, il y avait un chef de service dont le taux de mortalité était très élevé, et on a mis 2 ans pour lui faire abandonner son poste, parce que tout le monde le défendait, ses confrères, les élus, parce que quand quelqu'un est une icône, on n'ose pas y toucher.
Eh bien aujourd'hui, je pense qu'on retrouvera confiance le jour où la personne la plus puissante pourra éventuellement être déstabilisée si elle ne respecte pas les règles de morale et les règles de déontologie. Et je crois que l'opacité de la gestion du pouvoir est aujourd'hui fragilisée et que les forces citoyennes qui se mettent en place vont exiger demain de plus en plus d'organes de transparence, d'organes de contrôle et de respect de la déontologie. Et je pense que si on développe ce genre de choses et qu'on met en avant un journaliste qui aura diffusé une fausse information, qui aura manipulé l'opinion, eh bien je crois que le tribunal populaire sera redoutable. J'ajoute simplement là-dessus pour une petite précision, et vous, par rapport au conseil de l'ordre que vous évoquiez, ce qui est très important dans cette idée de conseil de presse, c'est qu'il ne soit pas composé que de professionnels du métier, mais il en faut, parce qu'il y aura évidemment des représentants de la société civile et des citoyens, c'est fondamental. Avant de passer la parole peut-être pour une ou deux questions à la salle, je termine simplement en disant que sur ce que vous avez évoqué, Monsieur Delevoye, je voudrais dire qu'il y a il me semble que nous avons à l'Institut Confiance réussi à mobiliser à ce jour des partenaires qui devraient aider à porter certains des sujets forts que vous soulevez. Vous avez parlé de choc générationnel, vous avez même commencé par cela. Ça m'a fait penser à notre partenaire, la Massif, dont deux de ses administrateurs sont ici présents aujourd'hui. Hier, Patrick Giraud, l'un de ses directeurs, était également là et à la tribune. Je crois il me semble que des assureurs et des mutualistes ont vraiment vocation à s'intéresser à cette question de relations entre générations. Deuxièmement, vous avez évoqué la question de la mobilité, des mobilités, de l'altérité, de l'identité. On travaille étroitement avec l'Office français d'immigration et d'intégration, dont le directeur général Yannick Imbert a fait une intervention très, très appréciée hier. Et je crois qu'ils ont sans doute un rôle très intéressant à jouer autour de ces réflexions-là. Vous avez parlé de cette de cette défiance entre national et local, en parlant notamment des régions, mais c'est vrai aussi sans doute des départements, des villes. Eh bien, nous avons la grande fierté de dire à l'Institut Confiance que nous avons pu, en moins de 2 ans, finalement, mobiliser autour de ce grand projet qui est Une semaine pour la confiance, à ce jour déjà 3 territoires qui sont représentés ici, avec nos amis niortais. Geneviève Gaillard, la députée maire de Niort, était présente hier. Cet après-midi, Michel Destot portera l'engagement de Grenoble dans notre démarche Une semaine pour la confiance. Son collègue toulousain, Pierre Cohen, engage la Toulouse Métropole dans ce vaste projet Une semaine pour la confiance. Donc vraiment, cet enjeu est très important, ce qui m'amènera à se dire, est-ce que le CESE et ces Césaires auxquels vous êtes attachés ne pourraient pas peut-être s'associer aussi à ces démarches, auxquelles je pense que par ailleurs l'ADF, Claudie Le Breton est très très intéressée par la démarche, l'ARF, j'y suis en relation. Bref, un certain nombre d'institutions, vous voyez, qui portent les territoires. Est-ce que le CESE et ses Césaires ne pourront pas peut-être s'y associer, vu votre... Alors le CESE ne représente pas les territoires, et les Césaires sont indépendants du CESE. Ouais. Par contre, ce qui est clair, c'est que je pense que cette force des territoires, elle est en marche. Quand vous regardez la force des provinces allemandes, c'est la proximité d'une épargne de proximité. On voit bien le crowdfunding, vous savez, l'épargne collaborative est en train de se développer. L'économie collaborative est en train d'émerger à toute vitesse. L'économie collaborative, c'est un échange, c'est une confiance. Bon. Et ça se passera sur les territoires avec la proximité des élus, la proximité des épargnes de proximité et la proximité des entreprises créatrices. Toute l'innovation se fait dans les petites entreprises. Et donc, le niveau central est stérilisateur par définition, le niveau local est mobilisateur et innovant. Donc, c'est là-dessus que je vous invite effectivement à accompagner les forces territoriales. Alors, je sais que M. Dernancourt est très, très rigoureux sur l'horaire et il a raison. Est-ce qu'on peut passer une question à la salle quand même? Est-ce que vous nous autorisez une petite question rapide? Oui, très en retard. Bon. Écoutez, j'ai peur d'avoir été trop bavard, effectivement, parce que je vois que sinon les gens qui viennent à mes rendez-vous n'auront plus confiance dans ma ponctualité légendaire, et donc je risque d'être en porte-à-faux, mais je suis prêt à répondre peut-être demain. Je vais être obligé de vous quitter, malheureusement, je suis désolé. Mais je préfère vous créer de la frustration que de la saturation. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je peux prendre les questions par écrit et répondre.